Alors que la pression continue donc de monter sur Michel Barnier, son gouvernement va-t-il passer Noël? La question se pose désormais sérieusement alors que le budget concentre tous les désaccords de l'opposition. Jusque-là, c'est logique, mais aussi du socle commun. Est-on à la veille d'une crise financière provoquée par une éventuelle censure, à la veille aussi d'une crise politique, voire d'une crise de régime? On en parle avec nos invités. Bonsoir Sophie Binet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, secrétaire général de la CGT. Bonsoir Mathieu Lefebvre. Bonsoir. Député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. Bonsoir Mathieu Croissando. Bonsoir. Éditorialiste politique BFM TV. Et bonsoir Jean Garrigue, historien et président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Je commence avec vous, Jean Garrigue. Le gouvernement, il vit ces derniers jours là depuis qu'on sait que le Rassemblement national, visiblement, est sur le chemin de la censure. Ça, c'est l'expression en vogue au Rassemblement national. Écoutez, je suis historien et pas prophète, donc j'aurais du mal à vous donner une réponse à coup sûr. C'est vrai que il semblerait que sous la pression de son électorat, Marine Le Pen ait durci sa position et qu'on puisse aller vers d'abord un 49.3 et une motion de censure qui le suivrait. C'est une éventualité. Ça n'est pas, à mon sens, une crise de régime. Ça remet pas en question le fonctionnement de nos institutions. C'est la continuité d'une crise politique. On est dans une situation de Troisième République avec des institutions de Cinquième. Je le répète souvent, mais il est normal que on soit dans une conjoncture de crise politique. Il est normal que les adaptations soient difficiles à faire. Mais je suivrai assez ce qui vient d'être dit par François Bayrou. On est dans une situation de crise et où la France est dans une situation très affaiblie à l'échelle internationale. Ouais. Est-ce que c'est le moment de rajouter de l'huile sur le feu, de mettre de la crise sur la crise? Je me pose quand même la question, et ça pose la question de la responsabilité politique de Marine Le Pen. Il y a eu la stratégie de la cravate, quelqu'un qui nous dit moi je joue le jeu de la République, je joue le jeu du calme et de la pondération. S'il y a cette motion de censure, il y aura quand même une responsabilité. Et on va bien évidemment détailler tous les aspects de cette situation politique, parler de la situation économique, de ce qui est débattu dans le budget, la question notamment des exonérations de cotisations, Sophie Binet. Mais d'abord, vous qui fustigez les choix économiques, sociaux du gouvernement de Michel Barnier, est-ce que vous vous dites, oui, ce serait une bonne nouvelle pour le syndicat que vous représentez, pour les travailleurs plus largement, que Michel Barnier tombe? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on récupère après. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un changement de politique économique et sociale. Nous sommes extrêmement inquiets par la situation du pays. Le monde du travail va mal, avec des salaires qui baissent, des licenciements qui se multiplient, un budget 2025 qui n'est pas le bon parce que il veut dire de nombreuses coupes dans nos services publics, notamment pour nos hôpitaux qui ne peuvent plus tourner, dans les collectivités territoriales, avec le risque d'un effet récessif très important. Et ce dont on nous parle, c'est de multiplier les reculs pour les salariés avec les 3 jours de carence pour les fonctionnaires ou mieux, le fait de devoir travailler gratuitement une journée. Donc ça n'est plus possible. Nous avons déjà payé, nous ne sommes pas responsables de la dette. Il faut des mesures pour répondre aux aspirations du monde du travail. Ça tombe bien, il y a des mobilisations qui s'annoncent, notamment le 5 décembre. Les fonctionnaires sont appelés à faire grève. Il faut que nous soyons très nombreux à faire grève et manifester le 5 décembre. Et on va en parler. Mathieu Lefebvre, ce qui est frappant quand on entend Sophie Binet, c'est qu'en fait là, le budget, il ne satisfait personne. C'est-à-dire que vous avez, alors chose étonnante, un ministre de l'économie qui sort dans les colonnes du Parisien en disant « Attention à l'impôt de trop », comme s'il était un opposant au budget alors que c'est lui-même qui y travaille. Vous avez dans le même temps le camp des syndicats, la gauche qui fustige un budget austéritaire. Chapeau à l'artiste, là. C'est-à-dire que ça met d'accord personne, en fait, ce budget. Écoutez, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec certains points du budget qu'on doit participer à la déstabilisation du pays. Ceux qui veulent jouer la censure, dans le fond, parient contre l'intérêt de la France. Et moi, j'en appelle à la responsabilité des partis de gouvernement. Rassemblement national, on sait que ça n'est pas un parti de gouvernement. Ah, donc il faut même socialistes. Et pourquoi Michel Barnier les reçoit demain matin à 8h30? C'est pas un parti de gouvernement politique, il a raison de le faire. Mais les socialistes peuvent-ils décemment participer à la censure de ce gouvernement? Ils sont pas d'accord avec tout, mais veulent-ils participer au chaos? Veulent-ils être les artisans du chaos dans ce pays? Si on n'a pas de budget, comment on fait? Comment on fait pour verser les pensions au 1er janvier? Comment on fait pour le barème de l'impôt sur le revenu? Toutes ces questions ne sont pas que des questions techniques, ça a des conséquences très concrètes sur la vie des Français. Et par ailleurs, le signal qui serait envoyé à l'économie
l'économie. Le signal qui serait envoyé à nos partenaires économiques serait absolument désastreux. Donc moi, j'en appelle à un peu de responsabilité. Ouais, mais vous entendez ce que disait tout à l'heure Mathieu Lefebvre, François Bayrou, il disait franchement là le coup de la dramatisation, le scénario à la grecque, la crise financière. On rentre dans un monde inconnu si le budget est censuré. Ça n'est jamais arrivé sous la 5e République. Qui a dissous l'Assemblée nationale? C'est le gouvernement qui sera censuré, pas le budget. Le budget sera rejeté, Madame Binet. Donc la France n'aura pas de budget. En l'occurrence, moi je l'ai beaucoup critiqué ce budget, mais je peux vous dire, ne déstabilisons pas Michel Barnier ni le pays. C'est un autre budget parce que ce budget est dangereux pour le pays en l'état. Il faut écouter les parlementaires qui l'ont amendé en profondeur et qui ont permis de trouver des nouvelles recettes en allant taxer les plus riches et les plus grandes entreprises qui évitent cette nouvelle saignée pour les salariés qui ont déjà assez perdu en pouvoir d'achat et les retraités à qui on propose encore de décaler la revalorisation de leur pension. Ça n'est pas acceptable. Ouais. Mathieu Croissando, cet argument-là qui est utilisé, la crise financière, le scénario à la grecque, bon, c'est un peu facile pour les pluies de sauterelles aussi. Les pluies de sauterelles. Pour un camp politique qui est issu d'un président de la République qui lui-même a décidé cette dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous avoue que je suis très mal à l'aise moi, avec ces arguments que je trouve très infantilisants d'une certaine manière. Attention les enfants, si vous faites ça, ça va barder. Parce que d'abord l'artisan du chaos dont vous parliez, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui appuie sur le bouton de la dissolution pour une opération de clarification qui se révèle en fait la plus grande des confusions. Un budget, c'est un texte politique. Donc on vote le budget si on est d'accord avec cette politique. Vous invitez vos amis, les socialistes à adopter ce budget. Leur avez-vous fait des concessions? Avez-vous discuté? Adopté, mais à tout le monde, pas censuré. Oui, mais est-ce que vous avez accepté d'en discuter avec eux? Non, personne s'est mis autour de la table. Et la preuve, c'est qu'on va passer par un 49.3 qui, au fond, arrange beaucoup de monde, y vous compris, pas vous personnellement, mais dans votre camp, peu de gens ont envie d'endosser ce budget qui est un budget évidemment de correction, de rigueur ou d'austérité. Donc, je trouve que l'argument c'est ça ou le chaos, ça fait beaucoup de temps qu'on l'entend dans le débat public. Il y avait peut-être une autre façon de s'y prendre, peut-être qu'il y avait une façon d'élaborer un budget plutôt que de se laisser se détricoter avec une désertion des rangs du socle commun, avec un Premier ministre qui fait le choix de laisser les députés détricoter complètement son budget en se disant de toute façon on récupérera avec le Sénat et un 49.3. Voilà, cette attitude n'a pas été forcément non plus très responsable et donc taxer les autres a priori d'irresponsabilité sans savoir ce qu'ils voteront, ça me paraît un peu gonflé. Je vous redonne la parole dans un instant. Juste avant, Jean Garrigue, vous qui connaissez bien les institutions, Mathieu Lefebvre dit saut dans l'inconnu. Il se passe quoi après si le gouvernement est censuré? Ça veut dire qu'il n'y a pas de budget à Noël, Si. que c'est un gouvernement. Si, il y a un budget. Si, bien sûr. Il y a tout à fait la possibilité de continuer par ordonnance, d'avoir des budgets qu'on appelle des 12e, etc. Non, il y a toute possibilité pour continuer là-dessus. Non, pour moi, le plus grave, ça n'est pas là-dessus. C'est effectivement, pour rejoindre ce que dit Sophie Binet, c'est la nature de ce budget, ce qu'il représente pour les Français précisément. Et je trouve triste que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous avez eu des batailles d'amendements, vous avez eu des correctifs à ce budget, et on aurait pu penser que la nouvelle stratégie, qui est la stratégie annoncée par Michel Barnier, stratégie d'écoute, stratégie de dire la vérité, aurait pu déboucher sur quelque chose d'autre que cette impasse, et qu'on aille ensuite au 49.3. Michel Barnier n'en est pas le seul responsable. C'est l'ensemble des responsables politiques, à mon sens, qui sont à blâmer dans cette histoire. On est dans une période, je le répète, d'impasse, de crise politique majeure. À un moment donné, il y a quand même ce qui s'appelle l'intérêt national, et franchement, de part et d'autre, on ne voit pas très bien cet intérêt national se dessiner. Sophie Binet, sur cette instabilité politique, gouvernementale, budgétaire, malgré tout, on voit bien la sensibilité des investisseurs, des acteurs économiques à une forme de stabilité. Et ça, c'est l'argument qui est avancé par Michel Barnier, Emmanuel Macron, Mathieu Lefebvre, il y a un instant, de dire il n'y a plus de gouvernement, on est rétif à l'idée d'investir, donc derrière, conséquences en cascade sur l'emploi, sur d'éventuels plans sociaux. Ça, vous balayez tout à fait cet argument d'un revers de main ? Non, pas du tout. Ce que nous disons, c'est deux choses. D'abord, c'est que effectivement, le responsable du chaos, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a dissous, c'est lui qui a mis Michel Barnier dans une situation intenable en le nommant alors qu'il est issu du groupe qui a fait le moins de voix aux élections. La situation était intenable. Et ensuite, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, la saignée industrielle, elle est là déjà. Les plans de licenciement se multiplient déjà aujourd'hui, alors que les entreprises n'ont jamais eu autant d'aides. Donc le chantage à l'emploi sur si vous baissez les aides, on va encore plus licencier. Faut arrêter de se moquer du monde. Depuis 10 ans, donc il y a des plans sociaux, mais on alourdit le coût du travail, on fait payer plus d'impôts aux entreprises et on considère que c'est cette façon de protéger les aux grandes entreprises et aux plus riches qui ont bénéficié. Non, aux grandes entreprises et aux plus riches. Les 1000 milliards de dettes qui ont été créées sous le septennat d'Emmanuel Macron, ils le sont à cause des cadeaux fiscaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises. Les allègements de cotisation pour
expliquer à ceux qui nous regardent, Oui. les 4 milliards qui sont prévus d'allègement de cotisation en moins, Oui. ça, c'est pas les grandes entreprises. Bien sûr. Ça, c'est pour toutes les entreprises. Oui, mais après, il y a d'autres mesures, par exemple, sur l'imposition des entreprises, qui étaient plus modulées sur les plus grosses. Et par ailleurs, il y a un rapport parlementaire qui a été fait, commandé par le gouvernement, par des proches de la majorité, qui montre que les exonérations de cotisations sociales sont des trappes à bas salaire et qu'on peut les supprimer, voire les baisser, sans avoir d'impact sensible sur l'emploi. Donc les 4 milliards, c'est tout à fait assumable sans qu'il y ait des suppressions d'emplois qui sont déjà là aujourd'hui. Ce qu'il faut pour empêcher les suppressions d'emplois, c'est un moratoire sur les licenciements, c'est ce que la CGT propose, et c'est un changement de politique industrielle en commençant par répondre sur l'explosion des prix de l'énergie. Ce qui met en difficulté nos entreprises aujourd'hui, c'est que l'énergie en France, elle est beaucoup plus chère qu'ailleurs à cause des erreurs de la politique énergétique. Nous demandons à revenir sur les tarifs de long terme pour l'électricité et le gaz, pour répondre à la fois à la situation des ménages, mais surtout à la situation des entreprises. Donc, d'un mot avant de vous donner la parole, Mathieu Lefebvre, quand Marine Le Pen, demain matin, va plaider dans le bureau de Michel Barnier pour faire en sorte que la taxe sur l'électricité soit moins importante que celle qui est prévue dans le projet de loi de finances, elle a raison, c'est un juste combat. La taxe sur l'électricité, c'est une erreur énorme, mais ça suffit pas, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de sortir l'électricité de la spéculation, de mettre fin à l'Arenh, ce mécanisme complètement absurde qui a été imposé à EDF et qui fait qu'on vend aujourd'hui l'électricité 10 fois plus cher que son coût de production parce qu'on spécule et que Total Energy fait une énorme lucrativité là-dessus. Il faut sortir de cela, c'est possible, il faut le faire immédiatement. Mathieu Lefebvre, sur ce que dit Sophie Binet sur les mesures prévues dans ce budget. Si on écoute Madame Binet, il faudrait taxer plus nos entreprises pour qu'elles aillent mieux dans un pays qui est déjà le plus fiscalisé au monde. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas augmenté le coût du travail dans notre pays. Peut-être qu'il y a une raison. Même François Hollande avait baissé le coût du travail. Oui, Pas sûr que ce soit une référence pour Sophie Binet et François Hollande. Et là, on pense qu'ajouter un climat fiscal et social anxiogène, ça va aider les entreprises. Il y a des plans sociaux en ce moment, Madame Binet. Vous pensez que c'est parce que vous pensez, Madame Binet, que c'est parce que les combat. Oui, mais vous avez bien raison de les combattre, Madame Binet. Mais c'est lié à quoi? C'est lié à un climat social et fiscal totalement anxiogène. Et le climat social et fiscal, il n'y a jamais eu autant d'aides pour les entreprises. Mais il n'y en a pas 200 assez. milliards. Je vais vous dire, Madame Binet, il n'y en a pas assez. Il faut les aider plus. Et par ailleurs, c'est pas les grandes entreprises que vous voulez taxer, c'est les petits commerçants, les artisans. Ben si, c'est ça les exonérations de charges, c'est les petits patrons. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. C'est les petits patrons. Non, mais il y a un mythe. Attendez, si je peux me permettre. Vous voulez toujours termine, Sophie Binet, vous répondez, et Mathieu Croissando et taxer les Jean-Garry. grandes entreprises. La vérité, c'est que cette mesure, elle taxe les petits commerçants, les petits artisans, les indépendants, le boucher au coin de la rue. Eh ben désolé, mais si demain il embauche pas, ce sera peut-être de votre faute, Madame Binet. La baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de la CVAE, c'est les grandes entreprises qui en ont bénéficié. Donc c'est la politique que vous avez suivie et qui je l'assume aujourd'hui parfaitement et elle a créé 2 millions d'emplois. J'en suis très heureux. On les voit aujourd'hui, les créations d'emplois. Elle est remise en cause, Madame Binet, ça vous aura pas échappé. Non, mais les licenciements qui arrivent avant le changement de politique, là quand même, champion, chapeau l'artiste. Je constate que Sophie Binet n'a pas François Hollande comme référence, mais qu'un macroniste peut avoir François Hollande comme référence. L'ouverture va même jusqu'au Comme quoi tout arrive. Voilà. Référence à Patrick Devedjian en 2007. Jean Garrigue, il y a ce contexte politique, économique, et dans ce contexte, je dis niche parlementaire de la France Insoumise qui veut abroger la réforme des retraites. Majorité à l'Assemblée nationale sur cette question, puisque le Rassemblement national y est favorable. Une difficulté supplémentaire pour le gouvernement. Là encore, si vous nous rejoignez, il y a quelques instants, François Bayrou assumait le fait d'une forme d'obstruction, c'est-à-dire qu'au fond, que le bloc central fasse tout pour qu'il n'y ait pas de vote. Oui, c'est effectivement ce qui va se produire. C'est singulier, d'autant plus que c'est difficile de pratiquer ce qu'on a reproché à l'opposition au moment précisément du vote de cette réforme des retraites. Je renvoie chacun à ses propres conceptions. On voit bien comment politique de l'offre, politique de la demande, ça reste un débat majeur. Mais je le répète encore, mais moi je prêche dans le désert, on est dans une période où on aimerait entendre peut-être des discours de rapprochement. C'est-à-dire que, par exemple, se rapprocher sur la taxation des grandes entreprises, essayer de trouver peut-être un modus vivendi, y compris en sortant de ces a priori idéologiques que je comprends tout à fait, qui existent, qui expliquent qu'il y a une gauche et une droite dans ce pays. Essayons peut-être aujourd'hui, dans ce contexte particulier, avec cette tripartition de l'Assemblée qui n'est pas prête de se tarir, eh bien, essayons peut-être de trouver des solutions communes. Mathieu Croissando, on donnera la parole au socle, j'allais dire à l'accusé, au socle commun dans un instant sur cette question de l'obstruction. Majorité de l'opinion favorable à l'abrogation de la réforme des retraites, une majorité dans l'hémicycle, et pourtant
les macronistes, les députés du MoDem, qui vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de vote. Mais vous avez lu la proposition de loi ? Oui. Qui prévoit aussi d'abroger la réforme Touraine, d'ailleurs. Prévoit, article 1, j'abroge. Article 2, j'augmente les prix des cigarettes. Article 3, on fait une surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des entreprises pétrolières et gazières. Les fumeurs et Total vont financer la réforme des retraites. Est-ce que c'est bien sérieux ? Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on remette sur la table ce dossier de la réforme des retraites, mais on voit bien que c'est un symbole. C'est un symbole que veut défendre le nouveau Front populaire avec ses alliés du Rassemblement national. Je dis ses alliés de circonstance pour une journée, mais ses alliés quand même. Je veux dire, de la part du nouveau Front populaire qui dit qu'il veut pas mêler ses voix quand dans un sens, mais qui les accepte dans l'autre, c'est quand même particulier. Donc en face, évidemment que le socle commun va utiliser les mêmes armes qu'elle dénonçait il y a 2 ans. Tout ça donne une vision assez pathétique quand même du débat parlementaire, parce que personne n'y croit. C'est pas ce jour-là, si jamais ce jour-là se lève un jour, qu'on va réformer le système de retraite en France. En tout cas, pas dans ces conditions. Vous allez faire de l'obstruction, Mathieu Lefebvre ? Vous allez empêcher un vote à l'Assemblée ? Pendant la réforme, les débats ont duré 2 semaines. C'est un sujet d'importance pour la vie des Français. Il y a eu 13 000 amendements. On veut que le débat ait lieu, lui donner toute son importance. Mais enfin, on a là quoi Mais justement, ce que disait Mathieu Croissando, vous avez passé toute la réforme des retraites à considérer que les oppositions faisaient de l'obstruction. Et là, au fond, vous assumez le fait de faire exactement la même chose. Non, c'est pas de l'obstruction. On veut donner à ce débat toute l'importance qu'il mérite. Une journée, c'est pas en 2 heures qu'on abroge une réforme aussi difficile. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Il y a un débat très important dans toutes les familles. Vous savez, ce texte, il est ni fait ni à faire. Combien va augmenter le paquet de cigarettes s'il est adopté demain ? 50 € il va être à peu près. C'est absolument ridicule. Et surtout, quand on est un parti de gouvernement, je veux dire, on prend le risque de l'impopularité et on ment pas aux Français. On leur dit pas que on va raser gratis et qu'on peut vivre plus longtemps sans travailler plus longtemps. Sophie Binet, sur cette journée où effectivement le risque c'est qu'à la fin, à minuit, puisque je rappelle pour ceux qui nous regardent que les niches parlementaires, si à minuit il n'y a pas eu de vote, de toute façon les débats s'arrêtent, qu'il n'y ait pas de vote sur cette proposition de loi de la France Insoumise. Ce qui va se passer ce jeudi, c'est très important pour l'avenir démocratique de notre pays. Moi, j'appelle solennellement tous les députés à respecter leur mandat, à respecter leurs électeurs et leurs électrices. Leurs électeurs et leurs électrices, très majoritairement, ils veulent l'abrogation de la réforme des retraites. Ça dépend desquels. Ils veulent, à 80%, donc c'est quasiment la totalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron a été sanctionné aux élections législatives et aux élections européennes. C'est à cause de sa réforme des retraites. Donc il faut respecter cet avis des électeurs et des électrices. Il faut respecter la démocratie et laisser le Parlement se prononcer. Parce que ce que je rappelle, c'est que si le Parlement n'a pas pu se prononcer, c'est à cause du 49.3 mis en place par le gouvernement, et que ce qui se passe en France, il n'y a aucune autre démocratie du monde où il pourrait y avoir la même situation, c'est-à-dire une réforme imposée malgré une mobilisation de 6 mois, l'opposition de la quasi-totalité des Françaises et des Français, des grèves, des manifestations, tous les syndicats contre, et sans aucun vote du Parlement. L'Assemblée nationale doit pouvoir voter. Voilà. Avec le Rassemblement national, mais Madame écoutez, Binet, malheureusement, il y a des députés. La CGT a pris ses responsabilités. Mais pour vous lutter assumez que ce texte passe avec les voix du Rassemblement national. Laissez-moi parler. La CGT, elle n'a de leçons à recevoir à personne sur la question de l'extrême droite. Nous avons pris nos responsabilités, et y compris vous avez été élus grâce à l'appel de la CGT à faire barrage à l'extrême droite. Nous avons pris nos responsabilités. Maintenant, malheureusement, il y a des députés Rassemblement national. Certainement pas. Jamais la CGT ne l'a fait. Il y a des députés Rassemblement national dans cet hémicycle. Ça n'est pas notre faute. Ça n'est pas nous qui avons décidé de cette dissolution scandaleuse. Et il n'y a pas besoin de leur voix pour abroger la réforme, puisque très largement, une majorité de députés sont favorables à cette abrogation qui doit être votée jeudi. Et je vous appelle solennellement à ne pas faire d'obstruction. Ça serait scandaleux d'un point de vue démocratique extrêmement grave. Sophie Binet, il y a la question des voix du Rassemblement national. Factuellement, pour que la proposition de loi soit votée, il faut les voix du Rassemblement national. Il y a aussi l'argument qui était utilisé ici. Est-ce que c'est sérieux de considérer qu'en une journée comme ça, on va faire passer une proposition de loi qui aboutit à ne revenir pas seulement à la situation avant la réforme Borne, mais à la situation avant même la réforme Touraine en 2013, qui allongeait la durée de cotisation. Ça veut dire qu'on est dans un moment où on risque les plus de 6% de déficit, une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, et on va revenir à la situation avant 2013. Écoutez, 2 choses. D'abord, sur la question du financement, les organisations syndicales demandent depuis quasiment 2 ans à ce qu'une conférence de financement soit organisée. Nous l'avons tenue grâce à la Commission des finances à l'Assemblée nationale, et nous avons fait de très nombreuses propositions pour financer l'abrogation de la réforme des retraites, des propositions tout à fait assumables, puisque c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros quand on parle là de 60 milliards d'économies pour 2025. Donc on voit que c'est l'épaisseur du trait par rapport aux 60 milliards d'euros
d'euros d'économie du budget Barnier. La deuxième chose, c'est que évidemment qu'il faudrait beaucoup mieux que 24 heures de débat sur une proposition de loi. Il faudrait que le gouvernement inscrive l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale pour permettre un vrai débat, enfin, de l'Assemblée nationale sur cette question, voire même, la CGT le demande depuis des mois, un référendum pour que les Françaises et les Français puissent se positionner. C'est une question démocratique fondamentale. Les solutions existent. Un mot encore de l'actualité politique. C'est pas un rapport direct avec la question des retraites, mais c'est une proposition de loi déposée par la France Insoumise, Mathieu Croissando, qui fait polémique, une proposition de loi qui a vocation à abroger le délit d'apologie du terrorisme, déposé par un député insoumis, Hugo Bernalicis, soutenu par sa famille politique. On a du mal à comprendre. Alors, eux expliquent que c'est parce que c'est un délit qui serait utilisé pour instrumentaliser la parole politique, pour la criminaliser au nom de la lutte contre le terrorisme. Protestation au sein même du nouveau Front Populaire, ou de ce qu'il en reste, Parti Socialiste, Olivier Faure. À quoi joue la France Insoumise sur cette abrogation ? Seule elle le sait. Alors on peut peut-être essayer quand même de faire la distinction entre l'émetteur et la proposition. On peut penser ce qu'on veut de la France Insoumise. On peut avoir été légitimement indigné, scandalisé, outré par ses ambiguïtés sur les attaques terroristes du 7 octobre, sur ses silences, sur la façon dont elle a instrumentalisé le conflit israélo-palestinien à des vues électoralistes. On peut dire tout ça, et puis on peut quand même regarder le fond de cette proposition, qui n'est pas de supprimer en tant que telle l'apologie du terrorisme, le crime d'apologie du terrorisme, mais en gros de se référer à ce qui se passait auparavant, c'est-à-dire que la loi sur la presse encadre tous les délits, toutes les paroles qui sortent du cadre légal, donc l'appel au meurtre, voilà, et de faire dépendre l'apologie du terrorisme de ce code de la presse qui date de 1880. Pourquoi ? Il faut rappeler pourquoi elle avait été créée, ce délit d'apologie du terrorisme. C'était surtout pour viser les sites djihadistes de recrutement sur Internet. Et c'est vrai que même des juges comme Marc Trévidic, même Bernard Cazeneuve, qui était selon une confidence révélée par le Canard enchaîné, qui était à l'origine de cette loi, dit que il y a une inflation absolument considérable depuis un an. Alors il faut se dire aussi qu'il y a une inflation considérable de dérapage. Mais est-ce qu'il faut absolument utiliser ce marteau pour écraser parfois au point de l'abroger? En tout cas, je pense que le débat peut être considéré. Il peut être posé, on peut être contre, on peut dire non, c'est très important que ça reste dans un cadre spécifique du code pénal, ou à l'inverse, on peut le remettre dans la haute de la presse. Mais voilà, après, pourquoi les insoumis le font ? Franchement, pour provoquer se victimiser comme ils le font toujours. Sophie Binet, je vous donne la parole dans un instant, Mathieu Lefebvre. Est utilisé dans l'argumentaire de la France Insoumise le fait que la parole de certains politiques, certains syndicalistes, serait criminalisée par le biais de ce délit. Donc ça veut dire que vous êtes favorable à l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme? Moi, je confirme effectivement qu'il y a un usage abusif de cette notion. Le terrorisme, c'est très grave. Il ne faut pas le banaliser. Par exemple, il ne faut pas. Par exemple, on a eu des militants et des militantes poursuivis pour apologie du terrorisme, alors que ils dénonçaient la guerre à Gaza, par exemple, ou des militants et des militantes mis dans des procédures antiterroristes, alors qu'ils étaient dans le cadre de leurs actions syndicales dans leurs entreprises, par exemple, avec des 72 heures de garde à vue, etc. Donc, d'ailleurs, ça n'est pas la CGT qui le dit, c'est la Commission nationale des droits de l'homme, consultative des droits de l'homme, la CNCDH, qui a dit que cette disposition sur l'apologie du terrorisme était instrumentalisée à d'autres fins que l'objectif initial. Donc oui, il faut revenir à l'objectif initial. Le terrorisme, c'est grave, il faut lutter contre, mais arrêter de l'utiliser pour brider la liberté d'expression et la mobilisation sociale. Mathieu Lefebvre, sur ce point ? Je trouve ça absolument indigne. Je veux dire, moi je n'y croyais pas quand j'ai vu la proposition de loi. Je trouve que c'est un crachat à la mémoire de toutes les victimes. On est en plein procès de l'assassin de Samuel Paty. On a commémoré les 9 ans du 13 novembre. Au passage, c'est à ce moment-là qu'on a inscrit dans le code pénal le délit incriminé. Je trouve que la France Insoumise s'enfonce chaque jour un petit peu plus en dehors de la République. C'est aujourd'hui devenu des ennemis de la République. Et je vais vous dire, il y a un climat dans ce pays de division des Français les uns contre les autres que contribue à alimenter un tel type de proposition de loi. Et dans le fond, s'ils veulent abroger ce délit, c'est qu'ils veulent pouvoir en faire mention sans aucune impunité. Juste Sophie Binet, puisque vous évoquez notamment c'est un des exemples qui est utilisé, un responsable de la CGT du Nord, Jean-Paul Delescaux, qui a été condamné pour apologie du terrorisme. Voilà la phrase qui a valu cette condamnation. Les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, le 7 octobre donc, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Ça vous choque que cette phrase-là, dans le cas d'espèce, fasse l'objet de poursuites ?
Oui, parce que je pense que le débat politique ne doit pas se régler devant les tribunaux. Mais c'est un débat politique de dire que depuis samedi 7 octobre, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. La suite du tract, il y a une phrase après qui dit la CGT pleure toutes les victimes israéliennes comme palestiniennes. Oui, c'est la suite du tract. Et la CGT, elle est mobilisée pour la paix. Et donc, elle a dénoncé les attentats terroristes du 7 octobre. Et elle dit qu'il faut que cette guerre cesse. Mais moi, ce soir, je suis venue vous parler de la situation de 5 millions de salariés dont personne ne parle. Les salariés des petites entreprises, c'est 20% du salariat. Il y a des élections qui ont lieu à partir de demain et jusqu'au 9 décembre. Et je souhaite pouvoir en dire un mot parce que c'est extrêmement important. Ces salariés, c'est les salariés de proximité, c'est nos commerçants, c'est les assistantes maternelles, les aides à domicile, les ouvriers du bâtiment, etc., etc. Ce vote va déterminer qui sont les syndicats qui vont négocier les conventions collectives pour définir leurs droits dans les branches. Et donc, j'appelle toutes celles et ceux qui nous regardent à voter pour ces élections. Toutes les informations sont sur le site de la CGT, cgt.fr. Nous mettons en place un numéro vert pour les renseigner sur leurs élections. Faire trop de, voilà, non, mais je pense que vous avez... c'est juste qu'on n'entend jamais parler de ces salariés. Et moi, j'étais venue ce soir en pensant qu'on pourrait en parler parce que c'est demain les élections. Eh bien, je crois que Sophie Binet, que vous en avez parlé il y a un instant. Et je crois aussi qu'on a parlé longuement de la situation économique, de la situation sociale. Sauf que ces salariés, on n'en parle jamais. Et de la question de la réforme des retraites. Et je crois me souvenir, Sophie Binet, que vous étiez fer de lance du combat contre la réforme des retraites. Ils ont moins de droits et moins de salaire que les autres. Merci Sophie Binet d'avoir été l'une des invitées de C'est pas tous les jours dimanche. Merci Mathieu Croissando, Jean Garrigue et merci Mathieu Lefebvre d'être venu nous voir.